juste un frère et une sœur qui jasent de finances en buvant du café. Alors, bonsoir mon frère. Salut, ça va? Oui, très contente de te retrouver encore cette semaine. Moi aussi. Alors, pour les 2 épisodes de ce soir, on en tourne toujours 2 la même soirée, tu m'as dit que le sujet allait être basé sur une phrase d'un livre d'un auteur que tu aimes beaucoup. Donc, je te laisse aller avec ça. Oui, voilà. Alors, c'est un livre que j'ai déjà utilisé dans un épisode, auquel j'ai déjà référé dans un épisode auparavant. Oui, je me souviens de ça. C'est un grand classique en investissement. Ça s'appelle The Intelligent Investor de Benjamin Graham. OK. Donc, l'investisseur intelligent. Selon Warren Buffett. Donc, Benjamin Graham est le mentor de Warren Buffett. OK, ça veut tout dire, hein? Il a été son prof à l'Université Columbia. OK. Donc, c'est un monsieur qui est mort. Ah, il y a très longtemps. Absolument. Oui. Warren a 95 ans aujourd'hui. Donc, il a été son élève il y a plus de 70 ans. Oui, c'est... Oh, wow. Alors, Benjamin Graham, on a quoi? Une douzaine d'auditeurs, je parie, qui vont dire que « Ah ouais, ça a l'air bon, je vais aller le lire. » Personne ne va le lire au complet. Fait que je vais vous sauver du temps. Chapitre 8 et 20, ce sont les deux qui sont très importants. J'ai l'air un peu cynique, mais c'est parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens... en fait, il y a beaucoup plus de livres qui s'achètent que qui sont lus. Ouais. Mais par contre, si je donne 2 chapitres, ça, il y a plus de traduit en français, bien évidemment. Oui, absolument. C'est sûr. Dans toutes les langues, là, donc on le trouve sous l'investisseur intelligent. Mais donc, la phrase, quelle est-elle? Cette phrase de Ben Graham, donc, que je traduis, il dit « Obtenir de bons résultats est plus facile que ce que les gens pensent. Mais obtenir d'excellents résultats est plus difficile que ça en a l'air. » OK. Alors, il y a dans cette même phrase 2 propositions. Chacune d'elles va structurer chacun de nos épisodes. OK. Ça veut donc dire que dans le premier épisode, là, ce qu'on s'apprête à aborder, je vais y aller avec l'approche de c'est plus facile qu'on pense obtenir de bons résultats et je veux discuter de comment on peut y arriver. Et dans le deuxième épisode, donc dans ce qu'on abordera plus tard ce soir, là, on va davantage parler de mon approche, de ce que moi je fais dans la vie, puis ce que quelques personnes font, qui est ce que j'appellerais une approche professionnelle, et c'est vraiment plus difficile, effectivement, là, d'obtenir d'excellents résultats. Okay. Voilà. Donc, les 2 propositions. Donc, dans un premier temps, on parle de ce qui est vraiment la meilleure approche pour la masse, c'est-à-dire, je m'attends au moins 90% de notre auditoire, c'est cette approche-là qui devrait être pour eux. Okay. Et de rares personnes peuvent s'attaquer à la deuxième. Mais les 2 méritent d'être discutés. Donc, voilà. Alors, quelle est-elle, cette première approche qui donc s'applique quand même à la grande majorité des gens, qui est encourageante aussi, je trouve? Vraiment encourageante. De dire c'est obtenir de bons résultats, c'est plus facile que ce que les gens pensent. Oui. Puis là, on parle donc d'investissement, là, obtenir des bons résultats là, au niveau de ces investissements. Voilà, exactement. Et donc, la principale approche dont je veux parler pour obtenir de bons résultats sur le long terme, c'est la combinaison de 3 facteurs. Donc, la première, c'est investir dans des fonds indiciels. Et on va parler, c'est quoi des fonds indiciels? Donc, investir dans des fonds indiciels, les faire avec une approche de ce que moi j'appelle une stratégie de la contribution identique. Je vais également, on va toutes les prendre un par un. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Et la troisième, c'est la patience. Dans un autre épisode, on avait François Pérusse qui nous disait « ça prend les 2 ». J'ai le goût ce soir de dire « ça prend les 3 ». Idéalement, là. Donc, fonds indiciels avec
contribution identique et patience, on est capable d'obtenir de bons résultats à long terme et d'arriver, mettons, là, si on a un horizon d'investissement de 25-30 ans, là, on va arriver à la retraite et on a beaucoup d'argent. Oh, oui, j'aime ça. c'est impressionnant. OK, parfait. Voilà. Fait qu'après ça, ben donc, on peut les prendre un par un. Je parie que tu as des questions, justement. Ben, oui, c'est tout du jargon. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ben voilà. Bon. Fonds indiciel. Alors, l'index, on en a déjà parlé ensemble. Oui. Toi et moi, dans un épisode précédent. Je t'avais dit que c'était une façon d'obtenir une petite partie de chacune des compagnies. Bon, donc, revenons en arrière pour voir quel est le concept d'un index, là, mais en français, c'est un indice. OK. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, tu sais, souvent, des fois, on va dire, le marché a fait ça. Donc, le marché était en hausse aujourd'hui, ou le marché a droppé cette semaine. C'est qui, ça? Exactement. C'est quoi ça? Okay. C'est qui ça, le marché? Parce qu'après tout, ce qui est à vendre sur les marchés publics, là, sur une bourse, ce sont des entreprises individuelles. Donc, de quoi on parle quand on dit le marché? Ça veut dire qu'on parle d'une collectivité. Donc, voilà, c'est qu'il y a des agences de cotation qui font le travail de regrouper des entreprises ensemble pour être capable d'en faire une moyenne. Et différents indices veulent venir indiquer des choses différentes. Bon, alors, le plus ancien qui existe depuis le début du 20e siècle, c'est l'indice Dow Jones aux États-Unis. Bon, celui-là se veut représentatif de l'économie américaine, mais en termes qualitatifs, là. Donc, on veut avoir une banque, une entreprise industrielle, une pétrolière, un chemin de fer, etc. Okay. Fait que le Dow Jones, en gros, donne un portrait comme ça. Mais qui choisit ça? Ben voilà, donc je t'ai dit, c'est des agences de cotation, là. Donc, par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Standard & Poor's aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a un autre indice fondamental aux États-Unis qui est le S&P 500. Oui, c'est ça. Donc, ces entreprises-là, ma sœur, je suis sûr que c'est abstrait pour toi, là, une agence de cotation, là. Ces gens-là font toutes sortes de choses, notamment, mettons, donner une cote de crédit à de la dette. Donc, quand des entreprises veulent émettre de la dette, il y a des gens qui l'étudient, qui portent un jugement sur le risque d'investir dans cette dette-là, puis qui lui donne une cote. Puis donc, la dette la plus sécuritaire au monde, là, c'est quelques pays occidentaux puis qui n'ont pas trop de dettes. On leur donne une cotation triple A. Ça veut dire que ça, c'est super safe. Puis après, on les décortique, double A, simple A, triple B. Il y en a qui mettent des... Je ne veux pas trop m'égarer dans des détails, mais tout ça pour dire que, donc, il y a des gens qui font ce genre de travail-là. Et quand ils regardent une bourse, donc un marché boursier, puis que tu dis, OK, bien, mettons, il y a 3000 entreprises listées en bourse américaine, mais on ne veut pas nécessairement s'attarder à ce que font les 3000. Mais ça se peut pas que ce soit 3000. Ben oui. Tu trouves ça beaucoup ou peu? Peu. Ah, ben oui, mais coté en bourse, il n'y a pas tant d'entreprises que ça. Je veux dire, la vaste majorité des entreprises dans le monde sont des entreprises strictement privées. OK. Alors, ce n'était pas le propos de notre épisode de ce soir, mais des fois, j'aime ça quand tu me fais bifurquer parce que moi, j'ai tendance à prendre beaucoup de choses pour acquis. Je pense que, j'ai pas besoin d'expliquer ça parce que les gens savent. Puis quand je vois ta réaction, ça m'allume une cloche. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être coté en bourse? Puis qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis pourquoi qu'on décide... 3000 entreprises aux États-Unis, ça me semble très peu. Ben oui, il y a des millions d'entreprises aux États-Unis. C'est un pays qui a 400 millions d'habitants. Il y a des millions d'entreprises. Ben oui. Bon, alors...
99,99% des entreprises elles sont privées. Ça veut dire leurs actionnaires sont connus et c'est contractuellement, fait que typiquement, ce sont les fondateurs qui ont commencé à être les actionnaires de l'entreprise. Puis après, ben parfois, on a embarqué quelques partenaires. Puis des fois, il y en a même qui deviennent très grosses et qui peuvent avoir encore quelques centaines, voire quelques milliers d'actionnaires. Mais ça s'est toujours fait en privé. Ce sont des transactions face à face. OK, on appelle ça des actionnaires pareils. Bien sûr. Okay, Dès que tu as des actions en bourse, mais tu détiens des actions. Oui, voilà. OK. Alors, obtenir une action, c'est simplement un terme légal pour dire que tu es parmi les propriétaires. Un pourcentage. Oui, OK. c'est ça. Okay. Exactement. Et puis... Encore une fois, malheureusement, j'ai tendance à trouver des fois que les mots en français sont pas toujours les meilleurs. Ouais. Donc, on parle d'une action. Ouais. Si on est en anglais, on parle de shares. Tu vas dire, OK, c'est déjà plus intuitif. J'ai des parts. Oui. Donc, ça, c'est simplement un terme légal pour dire que tu en es propriétaire. Et donc, on peut avoir même une grande entreprise qui a beaucoup de propriétaires, mais tout se fait en privé. Et ça veut dire que le jour où tu ne veux plus être propriétaire de cette entreprise-là, il faut que tu vendes tes actions. Mais là, tu dois aller voir des gens. Oui, c'est ça. Fait que des fois, tu vas te revirer vers ceux qui sont déjà des actionnaires et tu dis, achèteriez-vous les miennes? Ouais. Ou encore, tu dis, je sais pas, mon cousin, il voudrait prendre les miennes. Ouais. Et là, les gens vont dire, OK, bien là, je veux le rencontrer. Puis là, il a l'air de quoi? C'est ce concept-là. Une bourse, qu'est-ce qui fait c'est quoi? C'est un marché, mais public. Ça veut dire que c'est ouvert à tous. Et donc, quand on s'inscrit en bourse, c'est qu'on met au moins une partie des actions de l'entreprise, sinon la totalité, il y a les deux, on les met à la disposition du public et ça veut dire qu'à ce moment-là, l'entreprise ne contrôle plus qui est actionnaire parce que c'est disponible sur un marché public qui est une bourse et les gens peuvent se faire des transactions entre eux. Qui plus est, quand on achète et vend en bourse, on ne sait même pas qui est la personne de l'autre bord. Quand moi, j'achète des actions, je ne sais pas de qui je les achète. Mais il y a quelqu'un qui a donné, et là, en général, il y a des institutions financières qui sont entre nous deux. Une banque ou une maison de courtage qui, elle, se charge de faire le travail de la transaction. Si je parle en termes concrets ou... si moi, je suis avec la Banque nationale comme maison de courtage, dans le fond, elle dit, Martin, tu veux en acheter? Parfait, tu me places la commande, puis moi, je vais aller te trouver des vendeurs. Et la Banque nationale, en mon nom, fait des démarches auprès d'une autre maison de courtage qui lui dit « J'ai quelqu'un, moi, mais j'ai aucune idée c'est qui cette personne-là. » Donc, tu n'as pas le choix de passer à travers... tu n'as pas le choix de passer à travers un intermédiaire, absolument, absolument. Et puis après ça, il y a des applis de courtage. Là. Les jeunes, entre autres, sont friands d'une qui s'appelle Robinhood. Oui. Donc, il y en a différentes, là, mais donc, ce sont des entreprises dont c'est la business là, de faire ça, de faciliter ces... Mais donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être en bourse? S'il y en a si peu que ça... Le principal avantage, c'est que tu as automatiquement accès à des millions de personnes qui peuvent facilement et instantanément investir dans ton entreprise. Et donc, en général, dès qu'on se cote en bourse et dès qu'on ouvre les marchés, ça amène énormément de liquidités.
Dans bien des cas, ça va avoir pour effet de faire monter le prix, mais donc ça crée surtout un bassin d'investisseurs et ça devient beaucoup plus facile de ce côté-là. Mais donc, il y a très, très peu d'entreprises qui sont cotées en bourse. Mais donc, j'imagine qu'il y a quand même des inconvénients à aboutir en bourse, parce que là, tu as même dit tantôt qu'il y a des entreprises ils ont plusieurs actionnaires à l'interne, puis qui sont quand même assez grosses, puis qui ils vont pas en bourse. Oui. Fait que pourquoi? Bien, premier inconvénient pour ces gens-là, c'est que soudainement, tu es rendu en affaires avec toutes sortes de gens que tu ne connais pas. Mais en même temps, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Ah, ça, c'est ce que tu penses parce que tu as juste en tête des petits investisseurs comme nous. Mm-hmm. Mais il y en a, là. Warren Buffett, revenons-y, il a souvent fait l'acquisition d'une entreprise en commençant par acheter quelques actions et en achetant de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et tant qu'un seul et unique actionnaire n'a pas au moins 10 % de l'actionnariat total d'une entreprise, il peut demeurer anonyme. Mais dès qu'il en détient 10 % plus 1, ça doit être déclaré. Et là, à ce moment-là, ça se sait. Là, c'est comme, oh, wow, OK, Berkshire Hathaway, donc qui est la compagnie de Warren Buffett, est rendu qu'elle détient 11 % de mes actions et il continue d'en acheter. Il y en a que ça les insécurise énormément. De perdre le contrôle? De perdre le contrôle, bien sûr, parce que même s'il en achète 50 % plus 1, il prend le contrôle total de l'entreprise. Donc, les entreprises, ils peuvent pas mettre ils peuvent pas un cap. À un moment donné, passer le temps, tu peux pas. Bien, elles peuvent. Là, on est rendu dans du détail, énormément de technicalité, mais oui, elles peuvent, mais pas tant que ça. Si, admettons, 80 % des entreprises, des actions de l'entreprise sont disponibles en bourse, qu'est-ce qui empêche une personne de les acheter auprès de tout le monde? Fait que les personnes qui voudraient stopper ça, là, si elles n'en détiennent que 20 %, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent? Bien, elles doivent bider contre. Fait qu'elle dit, OK, bien, tu les auras pas, c'est moi qui vais les avoir. Ça donne une surenchère, puis les actions deviennent très chères. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux payer un prix de fou pour t'assurer que l'autre l'a pas? Mais ça arrive, ça, ma sœur. Ça arrive des clashs puis des guerres de titans entre deux investisseurs voraces dans une seule et même entreprise. C'est moi qui va prendre le contrôle. Non, c'est moi. Et des fois, c'est ceux qui étaient déjà dans l'entreprise qui défendent, on va dire, l'ordre établi versus un qui arrive. Des corporate raiders, ça existe, ça. Des gens dont je vais dire comme ça, c'est le métier d'aller prendre le contrôle de des entreprises par une prise de contrôle forcée, là. Puis qui, après ça, prennent le contrôle du board, mettent tout le monde dehors, mettent leurs propres gens autour de la table. Ça existe, ça, ma sœur. Il y a des games rough qui jouent. Fait que dans ta colonne du « Quels sont les inconvénients », tu as perdu le contrôle de ce qui se passe parce que les actions sont disponibles. À moins que tu en aies juste laissé une minorité d'actions disponibles en bourse. Saudi Aramco, ça, c'est l'entreprise pétrolière qui appartient à l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire à la famille Saoud, parce qu'il faut bien comprendre que tout ça est une seule et même chose. L'Arabie Saoudite, elle dit littéralement que le pays appartient à la famille Saoud. Et Saudi Aramco, c'est l'entreprise pétrolière. Eux ont mis à peu près 20 % des actions disponibles en bourse. Fait que si ça nous tente, on peut être actionnaire de Saudi Aramco, mais on ne contrôlera jamais rien, là. Bien, écoute, je comprends tout ce que tu viens de dire, mais ça me semble encore très petit comme chiffre, 3000 entreprises sur des millions. C'est minuscule. En partant, il faut avoir une grande taille pour être éligible pour aller en bourse. Parce que si notre entreprise vaut quelques centaines de milliers de dollars, là, OK, on n'a pas besoin de faire affaire à un paquet d'investisseurs. Non. Chacun va mettre quoi? 2 dollars? Une bourse, c'est gros, là. Il y a des millions d'investisseurs, là. Donc, ça prend une entreprise d'une grande taille
En général, ça lui prend un track record, quoique de temps en temps, il y a des périodes où des jeunes pousses technologiques ont la cote populaire, là, puis sont capables de se lancer assez jeunes. Mais pour toi, là, qui est un investisseur incontesté, trouves-tu que ton terrain de jeu est assez grand? En bourse? Oui. Oui, bien sûr. Oui? Ben OK. oui. Fait que là, tu as la canadienne, tu as l'américaine. En Europe, au Japon. Mais tu n'en détiens pas, hein? Moi, des étrangères? Ouais. Non, hein? Ah, ça veux-tu qu'on en parle dans notre deuxième On peut, partie où oui. on doit dire ce que... OK. Parce qu'on va voir que j'ai un portefeuille très concentré. Ouais, Alors, c'est en ça. partant, j'ai pas beaucoup d'entreprises. OK. C'est ça. OK. Fait que pour toi, ça te convient tout à fait. Il t'en Voilà. en masse pour avoir du fun. Mais donc, c'est exactement l'inverse de la stratégie que là dont je Ouais. veux qu'on parle. Je comprends. Qui- OK. On revient à ça. Donc, Qui est le contraire. Donc, on veut être dans des stratégies de fonds indiciels, d'être donc très diversifié. Et ce que toi, tu trouves que c'est très peu d'entreprises, tu n'as pas tort quand tu le compares à la masse. Mais donc, si tu investis dans un indice canadien, ça veut dire que tu as une participation dans 60 entreprises. 60, c'est ça. Puis quand tu es aux États-Unis, si tu es sur le S&P 500, tu as une participation dans 500. C'est ça. OK. Oui. Parfait. Et donc, la logique d'investir dans un fonds indiciel, c'est d'avoir cette diversification parce que pour la très grande majorité des gens, c'est beaucoup trop difficile de choisir Oui. les entreprises sur un C'est plan ça. individuel. Et là, j'attire ton attention sur un phénomène qui n'est pas joyeux, qui n'est pas chic, mais qui est la réalité. Alors, 80% Oui. des conseillers financiers Oh, OK. avec qui les gens font affaire Oui. leur donnent leur argent et lui dit « Dude, toi, ta job, c'est de choisir des entreprises pour moi. » Oui. Ce qu'on appelle de l'investissement actif. Ouais. C'est je fais des choix. 80% des conseillers financiers ne battent pas l'indice. OK, je pensais que tu allais dire que carrément, ils se revirent vers l'indice, puis c'est ça qu'ils donnent aux clients. Alors, dans les faits, là, souvent, effectivement, ils vont finir par avoir une stratégie suffisamment diversifiée que ça commence à ressembler à un indice. Mais ils font pas mieux, en tout cas. Voilà. Fait que la personne, elle pourrait vraiment le mettre dans un indice, puis sauver sur les frais de... Et c'est exactement pourquoi c'est ce que je recommande. Hein? Donc, j'ai dit 3 volets. Le premier, c'est fonds indiciels. Ouais. Pourquoi? Parce que la très grande majorité des investisseurs et même des conseillers financiers ne sont pas capables de battre cette stratégie-là. Donc, pour obtenir de bons résultats, on y va avec une stratégie où on ne choisit pas et on y va avec un portefeuille relativement diversifié en prenant des parts dans chacune des entreprises. Puis ça implique pas beaucoup de travail Vraiment pas. de la personne, puisque ça a déjà été fait pour nous. C'est ça. Maintenant, deuxième volet, qui est très important pour que cette stratégie-là fonctionne. Ouais. Alors, c'est celle qui, en anglais, s'appelle du dollar cost averaging. OK. Et en français, là, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé juste des traductions bâtards qui veulent absolument rien Puis en dire. traduction libre de toi, là, mettons. Ben est-ce alors que voilà, capable? fait que pour les fins de notre podcast, moi, j'appelle ça une stratégie de contribution identique. Qu'est-ce que je viens de dire là? Je suis en train de dire que ce qui est important, c'est qu'on veut éviter d'essayer de timer le marché puis d'essayer de faire des choix. Fait que autant on ne veut pas faire des choix sur quel titre, et c'est la raison pour laquelle on investit dans un indice. Ouais. OK. On veut éviter également de faire le choix de j'achète maintenant parce que ça a l'air bas, je vends maintenant parce que ça a l'air haut, Ouais. mais 3 jours plus tard, finalement, Non, ça a non. redroppé, je Mais me non. suis trompé. Les gens sont pas bons là-dedans, ils finissent qu'ils en dorment C'est ça, pas. j'allais dire, ça fait des brûlements d'estomac, ça, là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par contribution identique? C'est bien simple.
Si la stratégie qu'on s'est donnée, c'est, admettons, j'ai décidé que je vais mettre 1000 $ par mois, Oui. chaque mois, pour le reste de ma carrière. Alors, on s'y tient. À date fixe, une fois par mois, on met 1000 $ et on achète le fonds indiciel, parce que c'est un produit qui est disponible, un fonds indiciel, Ouais. et on l'achète. Qu'est-ce que ça a comme avantage, ça, ma sœur? Alors, ça fait en sorte qu'on est assuré de toujours en acheter plus quand c'est bas et pas cher, et de toujours en acheter moins quand c'est plus haut et moins cher. Comment ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Parfait. Comment ça? On a dit qu'on met 1000 $ par mois, tous les mois. On commence et une unité du fonds indiciel se vend 1 $, l'unité, ou la part, si tu veux. Bon, bien, ça veut dire qu'on achète 1000 unités avec notre 1000 $. Oui. Un jour, ça a beaucoup monté, tellement que les parts sont rendues à 5 $ chaque unité. Nous autres, on continue à mettre 1000 $. Ça veut dire qu'on en achète juste 200 unités. Oui. Donc, on en a mis seulement 200 dans notre portefeuille quand c'était plus cher, Oui. puis on en avait engrangé 1000 dans notre portefeuille quand c'était moins cher. Ah! C'est génial! On vient de régler tous les problèmes émotionnels et on vient de s'assurer que, ce faisant, on achète toujours plus quand c'est bas et moins quand c'est haut. Puis on n'a pas besoin de se casser la tête. Ça se fait tout seul. Et ça se fait seul parce que nous autres, on met 1000 $ par mois. Et oui, parce qu'on ne prend pas la décision de je Non. vais mettre un peu plus parce que là, ils sont pas chers. Puis, OK. Eh bien, il faut s'y tenir, hein? Ouais, c'est ça. Faut pas commencer à s'emballer. Ouais. Puis dire, ah, et là, c'est rendu à 5 $. Ça va m'en donner juste 200 unités. Hey, tabarouette. Fait que m'en mettre 2000. M'a pouvoir en acheter 400. Erreur. Là, tu viens de doubler tes achats quand elles sont plus hauts. Tiens-toi-en, tu neutralises. Et ce faisant, en mettant toujours une contribution identique, c'est pour ça que j'appelle la stratégie comme ça. La contribution doit demeurer identique. Elle te garantit qu'au fil de toutes les années, imagine quand ça crash, Ouais. puis que l'unité, admettons, là, elle dropperait à 50 cents. Ça veut dire qu'en plein crash, quand le marché est bas, tu viens d'acheter 2000 unités. Tu viens d'engranger énormément d'actifs dans ton portefeuille. Puis, tu as du mérite, puis tu n'as pas eu besoin de te casser la tête. C'est fantastique. Tu viens de faire la meilleure chose. Tu en as acheté beaucoup quand c'était bas, mais tu n'as pas eu besoin de tout penser à ça, puis en plus de commencer à te demander, mais le mois prochain, ça va continuer à baisser. Dude, tant mieux! Si ça continue de baisser, le mois prochain, achètes tu remets plus. ton 1000 $. Oui. Exactement! Et si tu as un horizon de temps qui est suffisamment long, Ouais. c'est parfait parce que tout ça va se régulariser. Forcément, sur un cycle long, tu vas avoir eu des hauts et des bas. Et quand tu arrives au bout de 25 ans, puis tu prends ta retraite, puis tu regardes ton compte, tu fais « Ah! » Ah oui, hein? Tu as des résultats qui sont très bons parce que tu as systématiquement acheté moins quand c'était haut et acheté plus quand c'était bas. Mais tu sais, mettons dans ton exemple de 1000 $ par mois, puis que là, on parle d'un horizon de temps vraiment long, ça serait quand même logique qu'à un moment donné, de changer son montant, d'indexer un peu. Oui, OK. oui. Tu serais correct avec ça. Absolument. Il y a une logique d'ailleurs où, je l'ai dit en termes de dollars, mais il y aurait une logique à l'appliquer à un pourcentage de son revenu, Oui, par exemple. oui. Ce qui fait que quand notre carrière évolue puis qu'on gagne de plus en plus d'argent, Ouais.
C'est une façon de neutraliser l'effet encore là, Oui. mais en donnant des plus grosses contributions. OK. Absolument. Mais c'est toujours ton même pourcentage. C'est de ça. ton- OK, C'est ça. ça ferait du sens. Puis, vite de même, là, tu sais, je me dis, les compagnies qui font partie des 500 aux États-Unis puis des 60 au Canada, Oui. ça doit être en mouvance, ça, quand même. Ça doit Oui. changer, là. Ah, c'est un bon réflexe, OK. parce que tu as bien raison, et c'est un autre des avantages d'un fonds indiciel. Ouais. C'est que quand l'entreprise, à un moment donné, ne performe pas suffisamment bien pour être capable de conserver son statut dans l'index, Ouais. automatiquement, à un moment donné, l'agence de cotation Elle est bumpée. qui essaie... Voilà! Ah oui, hein? Donc, en plus, quand ce que tu détiens, c'est un fonds indiciel, l'agence de cotation fait le travail pour toi de t'enlever les moins bonnes, puis de t'en ramener une autre dedans qu'elle estime qui est meilleure, ou en tout cas qui a un meilleur potentiel. OK. Fait qu'en plus, il y a un ménage d'avoir les meilleures entreprises. Donc, le fonds indiciel permet d'être diversifié puis de ne pas avoir à se casser la tête de choisir et de faire des mauvais choix. Ouais. 2, la stratégie de la contribution identique nous enlève tout le casse-tête émotif puis tout le casse-tête d'essayer de timer. Ouais. Et le troisième volet, c'est celui de la patience, parce que là, j'insiste pour dire que tout ça fonctionne bien si on a un long horizon de temps. Dans mon esprit, un long horizon de temps, c'est minimum 10 ans. Ah, OK. Idéalement, Je pensais que t'allais dire 20, 25, OK. 30, là, mais je veux dire des gens Ouais. de notre âge. plus âgés. Oui, pourraient c'est ça. oui, se Fait que je permettre de ne suis pas en commencer. train de le dire. Vous êtes Too tous late. en retard, Ouais. too late, fait que donnez les conseils à vos enfants, Non, parce non, que c'est vous ça. autres, c'est pas OK. bon. Non, mais ils peuvent facilement avoir un bon 10 ans. Hey, avant que tu Oui, embarques vas-y. là-dedans, là, Oui. tu l'avais dit à un moment donné, mais ça ressemble à quoi à peu près le rendement des... On est autour de 8 à 9 mais composé par année. Hein? Oui, c'est ça. Oui, OK, c'est bon. donc ça donne quand je parle d'obtenir un bon rendement, là, Oui. c'est de ça que je parle. OK. Ouais. Ça fait bien du sens. Pour pas avoir les casse-têtes, puis pas Oui. avoir à aller chercher les connaissances, puis faire les apprentissages, je trouve que c'est quand même très raisonnable. Et beaucoup de conseillers financiers donnent du rendement moins que ça. Ou encore, il y en a qui vont te donner 8-9, mais qui t'enlèvent 1 à 2 en commission C'est ça. qui te chargent dessus. Ce qui fait que toi, dans tes poches, tu fais moins. Oui, OK. Exactement. OK, fait que la patience. Ben la patience, là, j'ai pas grand-chose Ok, je à comprends. ajouter là-dessus, mais sinon que de dire que ça prend donc un minimum de 10 ans, et puis très important d'avoir la discipline de s'en tenir aux deux facteurs précédents, là, Ouais. celui de la contribution identique en particulier, ajuster à ce que tu as dit, là, que ça peut monter avec le revenu, là, mais de s'en tenir à ça. C'est une formule qui fait ses preuves. Puis, tu sais, donc, admettons, quelqu'un commencerait ça aujourd'hui. On se rappelle dans notre épisode marché canadien versus marché américain, Oui. j'ai dit que je trouvais que les marchés étaient chers présentement. Ça veut dire qu'il peut y avoir une correction Oui. dans les prochains Oui. mois, au plus tard dans les 2-3 prochaines années, à mon avis. Cette stratégie-là que j'énonce ce soir, elle fonctionne très bien. C'est ça. Ça veut dire que tu vas en acheter plus. Et donc, ça aussi, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Effectivement, les nouvelles, là, si on regarde les nouvelles à la télé ou si on va lire des articles sur Internet, ça va être très sombre. On va dire que tout a droppé, mais on doit demeurer conscient que, OK, ben moi, c'est super parce que ça veut dire que ma contribution identique, mettons mon 1000 $, Oui. il va m'en acheter plus. Oui. Puis je sais bien que si j'ai minimalement un horizon de temps de 10 ans, là, ça va remonter. Des marchés ne demeurent pas... Mais moi, c'est ça, c'est cette... pas
pas stratégie-là, mais c'est ta façon, ta vision par rapport à exactement ce que tu viens de dire, que j'aime de toi. T'es vraiment à l'inverse des gens. Oui. Puis les gens, quand oh mon Dieu, ça drop, ça panique, toi, t'es comme, ben, c'est ça, là, c'est super, j'en achète, là, tu sais, pas cher, puis je ramasse... Oui. Définitivement, la finance, c'est simple, mais c'est pas facile.